L'art est présent dans toutes les dimensions de sa vie. Marina Hans est dans la Grande Galerie francophone. Bonjour. Bonjour Marina et bienvenue. Merci d'être avec nous. Je vous présente le public et la bande qui m'accompagne chaque semaine. Vous venez de mettre en scène, première mise en scène en solo à la Comédie Française, 6 personnages en quête d'auteur de Pirandello. On va en parler parce que c'est une pièce importante et c'est aussi une pièce qui interroge notre rapport à l'art, notre rapport de spectateur. Oui. Et c'est fascinant la manière dont il s'en empare, mais on va commencer avec la première question. C'est un rituel. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie, Marina Hans ? Alors, moi, c'est une façon de questionner le réel. Je pense que l'art me donne une réponse qui me correspond mieux que la vérité crue. Donc, c'est une démarche artistique pour moi, c'est questionner le réel. C'est questionner le réel. Vous questionnez également ? Oui, mais Oui. tout ce qui est la vie, tout ce qui nous est proposé, et l'art permet pour moi d'extraire des dimensions parallèles qui me font mieux comprendre les choses. Oui. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier, une œuvre à laquelle vous pensez en ce moment même, qui vous a accompagné, qui vous a ému, qui vous a frappé, bouleversé peut-être ? Jéricho en général. Jéricho, donc on est début 19e. Début 19e, oui, ça a commencé... On le connaît évidemment avec le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse, c'est ce qu'il y a de plus connu. Mais régulièrement, j'ai la tête de cheval blanc qui m'accompagne. C'est la manière d'extraire toute la complexité On la voit à du l'écran vivant. D'ailleurs, cette tête de cheval blanc qui surgit de l'obscurité et qu'on peut voir au Louvre. Et que, c'est-à-dire la part d'ombre et de lumière, évidemment, là-dedans, et aussi cet animal qui est pour moi, sacré, qui est ma passion d'enfance. Oui. Et en fait, il y a quelque chose, il y a une mystique derrière cet animal, et pour moi, c'est magnifier, une forme de réalité, ou le vivant, ou ce avec quoi on vit au jour le jour. Et donc, pour ceux qui veulent le voir, c'est au Louvre, évidemment. Vous avez une histoire familiale qui est intimement liée à l'art. Votre grand-père était un peintre reconnu, Pierre Dmitrienko. Il était adepte de l'abstraction, du surréalisme. On va voir ici quelques-unes de ses œuvres à l'écran. Vous ne l'avez pas connu puisqu'il est décédé avant votre naissance, mais ces œuvres ont pourtant fait partie de votre enfance. Vous avez grandi avec elles. Ça a influé sur votre rapport à l'art ? C'est très rare qu'on me parle de mon grand-père, ça me touche beaucoup, merci. Oui, surtout qu'il écrivait des textes aussi, en parallèle. Et en fait, moi, quand j'ai grandi effectivement dans un milieu artistique, je trouvais la réflexion, en fait, moi j'étais qu'une interprète au départ, et être seulement une interprète, ça peut être un peu frustrant. Enfin, on se dit, mais quelle est ma part à moi de vision du monde ? Et quand je me rapprochais de ce que créait mon grand-père et que je lisais les textes, j'avais un lien assez fort. Et donc, c'était un lien qui était très intéressant. Moi, en tant que jeune actrice, on est tout de suite mis dans une case qui peut être un petit peu déceptive, en fait. Hein. Et d'avoir déceptive, vraiment ? Ah ouais ? Même quand on a un parcours comme le vôtre. Quand j'ai démarré. Bien sûr. Quand j'ai démarré, d'être une jeune actrice de 20-25 ans, franchement, c'est pas facile. Enfin, non, on peut très vite votre être... temps à vous dire non. On nous dit non, ou alors on est un physique, c'est un peu réducteur. On pense à Sois belle et tais-toi ? Un peu, ouais. Ouais. Bah oui, quand on a 20 ans, on vous regarde. Maintenant, on le sait, mais moi, à l'époque, je suis d'une autre génération. Et j'adore d'ailleurs que tout me soit sorti aujourd'hui et qu'on sache ce que c'est que d'être dans l'industrie de l'image, etc. Quand on a la vingtaine, c'est quelque chose de réducteur. Et si on a envie de dire des choses... Quand on est réduit à une chose, oui, on est un produit. Sexuel, un produit. Et en fait, parfois, on a des choses à dire, même quand on est juste une actrice. Et vous avez l'impression de vous être réapproprié d'une certaine manière votre vie et votre liberté à travers l'art. On va parler de votre pratique de l'art, parce qu'elle est aussi extrêmement présente dans votre vie. Oui, mais c'est assez récent.
Oui. Ça a 5-6 ans où j'ai décidé d'intégrer la Comédie Française. Et où tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire dans une troupe, même si c'est une troupe prestigieuse. C'est la moins qu'on puisse dire. Mais je veux dire, j'avais déjà mon prénom et mon nom. Je pouvais faire une carrière en solo. Je faisais déjà une sorte de carrière en solo. Mais Oui. j'avais perdu le sens total de ce que je faisais, de pourquoi je le faisais. Je me trouvais je me sentais seule. Je me disais, mais non, j'ai envie de travailler. Je veux continuer à travailler. Je veux pas juste attendre les projets et après faire de la promo. Et d'ailleurs, on dirait. Non, mais c'est vrai. On ne dit pas d'ailleurs membre de la Comédie Française ou acteur de la Comédie Française. Il y a les sociétaires. Parce que vous Oui. faites société. Oui, absolument. Toutes les décisions sont collégiales. Oui. Ça existe depuis le XVIIIe siècle, oui. Margot, tu as fouillé dans les archives. Oui, justement, on parlait de votre grand-père et j'ai retrouvé une archive de lui en 1967. Vous allez voir. Dès le départ, on devrait apprendre l'art aux enfants à l'école communale. Si on commençait à apprendre les enfants à l'âge de 7 ans à l'école communale et leur apprendre une histoire de l'art, leur montrer des œuvres d'art, on pourrait peut-être former une génération de gens qui cultivaient et pouvant apprécier beaucoup plus tard les œuvres d'art. On commence à apprendre à voir des choses, la peinture, à l'âge de 20 ans ou 25 ans, et quelquefois la sensibilité est complètement déjà morte. Pour retrouver une sensibilité, il faut quelquefois beaucoup de temps, et les enfants n'ont aucun problème avec les œuvres d'art contemporaines. Vous l'aviez l'aviez déjà déjà vu vu Ben non, mais merci beaucoup. Je suis très touchée. Et vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il faut sensibiliser à l'art très jeune? Ah oui, oui. Moi, j'ai eu cette chance, c'est vrai. Et oui, parce qu'en fait, sinon, il se passe quelque chose. L'art est, comment dire, est approprié par des histoires sociales. Alors que l'art, à la base, c'est vraiment une émotion. Hein. Enfin, je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette émotion? Et ça, c'est à tout âge. Après, on va vous expliquer que ça, c'est mieux que ça, que ça. Mais d'être sensibilisé de façon très intime à l'art. Animal. Voilà, ça, il faut que ce soit tôt, parce que comme ça, on n'a plus de complexe, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et ça nous appartient, quoi. Charlie, il y a une œuvre de Pierre Dmitrinenko qui t'a particulièrement touché. Bertie va la porter sur ton piano comme une partition. Si tu devais la mettre en musique, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien justement, je ne sais pas encore, on va le découvrir ensemble. J'ai choisi celle-ci qui s'appelle L'Attendant. Et c'est vrai qu'on voit cette silhouette comme ça, on ne sait pas, il n'y a pas de temporalité, rien. Alors, on va plutôt partir sur des nappes comme ça. C'est magnifique et bravo, bravo, sincèrement. Vous Bravo, êtes très bravo. touchés, c'était une très belle improvisation. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Marina? Mais j'adore. Ouais. C'est la meilleure réponse. Oui, j'adore quand vous êtes habillés en plus. Ah bah voilà. Non, C'est pour mais, ça qu'on me cache derrière, sinon on ne voit que moi. Évidemment, mais tu es toujours là. c'est beau ouais, votre interprétation aussi. Merci. Et justement, Marina, faisons-la résonner avec ce tableau qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce que vous y voyez? Parce que c'est assez génial la manière dont Charlie l'a interprété en musique, parce qu'il lui a donné vie
à ce tableau-là de votre grand-père. On avait l'impression, comme la tête de cheval blanc, qu'il surgissait de l'obscurité. Oui, c'est comme un fantôme, mais c'est en fait, je sais pas, il y a quelque chose qu'on doit faire avec nos pensées et nos inconscients et nos fantasmes et l'histoire de voilà qui se répète et les fantômes, c'est très important. Les animaux, la nature, il y a quelque chose d'onirique dans ce tableau aussi, d'un peu inquiétant, mais ça peut être aussi une image dans Harry Potter. Hein. Enfin, Ouais. on est un peu dans l'univers des contes et tout ça est assez proche, oui, de mon enfance en tout cas, de ma perception du monde quand j'étais enfant, ça c'est sûr. Les Et on deux. va parler justement de votre travail en ce moment même, de l'actualité, de cette pièce que vous mettez en scène, de votre travail aussi avec des musiciens. Mais d'abord, comme chaque semaine, c'est l'heure de la claque de la semaine. Et on commence avec toi, Nathalie, Ah, je vous amène au musée du Quai de Branly pour ma claque. à Paris. À Paris, merci de spécifier, pas parce que ce musée contient l'une des plus importantes collections d'œuvres d'art et d'objets d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie, mais bien, en effet, pour sa collection canadienne que j'ai découvert, mais par le plus pur des hasards, parce que est-ce que vous saviez que parmi les 370 000 objets que l'on peut voir à ce musée, près de 4 000 donc proviennent du Canada. Donc, c'est une véritable encyclopédie anthropologique sur le Canada, avec bien sûr un focus sur les communautés autochtones. Bien sûr. Et en fait, moi, j'ai découvert cette collection en entrant dans le musée. Quand on arrive dans le musée, on est accueilli par un immense totem Un totem. Caïguette, 16 mètres de haut qui nous accueille, majestueux. Donc déjà, c'est un premier accueil. Ensuite, je vous invite bien sûr à aller voir peut-être du côté de la collection Amérique. Vous allez voir cette murale incroyable qui a été peinte par des rameurs qui ont fait une expédition sur la Seine en 1989 de Rouen à Paris pour sensibiliser, dis-je bien, sur leur réalité. Et c'est une murale donc, qui est inspirée par un grand artiste autochtone qui s'appelle Bill Reed. 5 mètres de large, elle est vraiment, voilà, elle vous happe. Et sinon, ben, dans les petits objets, il y a également de grandes histoires. Partez à la chasse au trésor pour découvrir ceci. Ça, c'est magnifique. Ça Qu'est-ce que s'appelle- c'est? C'est très important cet objet, Ali, ça s'appelle un wampum. Et un wampum, c'était utilisé à l'époque comme objet de diplomatie. L'époque, c'est le XVIIe siècle. Alors, c'est quand les Européens, en effet, sont arrivés. Donc, ça date de 1660, imaginez. Donc, on utilisait ces objets qui sont faits à partir de coquillages et de perles, voilà, comme symbole, soit transactionnel ou de négociation. Donc, c'est très, très, très important dans la culture autochtone. Alors, si ça vous intéresse, bien sûr, allez voir le musée. Je On glisse comme dit ça oui. au passage que cet automne, il va y avoir une très grande exposition d'art autochtone canadien. Et cet été, c'est les 20 ans du musée du Quai de Branly. Donc, Qui est l'un des plus beaux musées de Incontournable. Paris, signé Jean Nouvel. On va Exactement. y courir. donc une grosse claque. Merci Nathalie. Merci Fabrice. Alors moi, je vais vous parler de l'affiche que l'artiste JR, l'artiste mondialement connu de street art, a réalisée pour le 47e tournoi de Roland-Garros. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul tournoi sportif au monde dont l'affiche est chaque année créée par un artiste. Il y a eu Elle les est sublime. Il y a eu les artistes les plus prestigieux, Alechinsky, Arroyo, Di Rosa. Et alors cette affiche que tu dis sublime, moi je la trouve sublime et fascinante. Vous savez mieux que tout le monde, Marina, que ce qui compte beaucoup chez les acteurs, c'est le jeu de regard. Bien, l'une des grandes obsessions de JR, c'est l'œil. Il a Oui. affiché des yeux de femmes dans le monde entier, sur tous les types de supports possibles et imaginables. Et donc cette affiche, c'est la rencontre entre l'œil, qui est un œil sans doute du spectateur. Vous savez, quand on est à Roland-Garros, bah, on a les yeux qui vont de gauche à droite, on bouge pas et on fait ça. Et la rencontre avec la terre battue. La terre battue, c'est le seul tournoi de tennis au monde, c'est pour ça que ce tournoi est connu dans le monde entier, qui est fait en terre battue. La terre battue, c'est quelque chose de très particulier. Dites-vous que sur un cours de tennis, il faut 8 terriens. On les appelle comme ça des terriens, Terriens. parce que c'est un savoir-faire très particulier de réussir à agencer parfaitement la terre battue. Et au lieu de mettre en valeur une star du tennis, eh bien JR met en valeur, comme il le fait souvent, les invisibles, les inconnus, c'est-à-dire les terriens. Et je la trouve vraiment d'une très grande beauté, l'immensité de cette terre battue, l'immensité de cet œil. C'est une affiche qui nous donne envie de loucher, j'irais dire, vers la beauté. Et puis il y a l'œil du spectateur. Merci Fabrice.
l'œil du spectateur dont on parlera tout à l'heure, Marina, à propos de Pirandello, parce que c'est vrai que c'est assez fascinant comme il a réappris à regarder une pièce de théâtre et pas uniquement ce qui se passe sur une scène. Lauriane ? C'est drôle cette affiche parce qu'on dirait qu'il y a un deuxième iris dans la terre battue, justement. Si on regarde bien, il y a une autre pupille. Mais ça tombe bien que tu parles d'œil, puisque je vous invite à ouvrir grand les yeux. En tout cas, moi, je les avais bien ouverts en février pour découvrir une performance d'une artiste philosophe performeuse, passée notamment par le Crazy Horse. Elle s'appelle Pauline Anna Gudet et elle a imaginé une œuvre à vivre qui s'appelle « Femme à la recherche d'un prix ». Donc, elle est passionnée par notre besoin intime, parfois vital, de validation, surtout aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux et de ce monde d'images. Et donc, dans cette performance, elle a créé un bureau, la Direction officielle de la reconnaissance, DOR. C'est un organisme fictif, évidemment, enfin, l'est-il vraiment, qui est chargé d'évaluer, de structurer et de distribuer la reconnaissance. Donc ça, c'est le concept. Ouais, c'est le concept, mais en performance, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne une Pauline Anna Gudet grimée en blonde, peroxydée, qui donne aux visiteurs de l'expo des diplômes qui attestent de notre importance ou des contrats de travail qui stipulent qu'on est quelqu'un de très très haut placé. Et elle se promenait aussi avec un terminal de paiement, un TPE, pour la modique somme de 5 €. Elle proposait à toute la salle de nous applaudir pendant 1 minute consécutive. Génial. Et ça a très bien marché. Et elle délivrait comme ça des sortes de trophées pour dire regardez comme vous êtes quelqu'un de super. Donc ça peut faire un petit peu sourire évidemment, mais moi j'adore parce que c'est à la fois ni beau ni laid. C'est un peu poil à gratter. Ça fait réfléchir évidemment à notre époque. Et je vous invite à suivre Pauline Anna Gudet sur Instagram pour ne pas manquer sa prochaine facétie puisqu'elle est assez prolixe. La claque dans tous les sens du terme. Exactement. Parce qu'avant, on payait la claque pour les gens qui jouent au théâtre. Et on va continuer avec toi, Margot. Ça fait penser à un épisode de Black Mirror, je trouve, la Il y a série quelque chose comme ça. d'anticipation. Ouais. Moi, ma claque, c'est une Madeleine de Proust. Elle lit aujourd'hui. Je voulais vous parler de La Piscine, le génial musée roubaisien qui organise une expo autour de La Redoute. La Redoute, c'est the success story La Redoute, à la française. la marque. La marque. Une marque est née en 1837, une marque visionnaire qui a carrément inventé la vente de prêt-à-porter par correspondance. Et pour les gens de ma génération, La Redoute, c'était un truc de fou. Quand on était petite avec ma sœur et que le catalogue arrivait au courrier, on se précipitait pour l'éplucher religieusement. On glissait un petit bon de commande comme ça au courrier en espérant que par un miracle, le colis finisse par arriver. Ouais. Quand c'était le cas, on ressentait une joie vraiment incrédule. Enfin, c'était fou. Évidemment, je ressens encore du plaisir aujourd'hui quand je commande en ligne, mais jamais autant et de façon aussi puissante que quand j'étais petite avec le catalogue La Redoute. Et donc, l'expo, elle est géniale parce que cette marque, elle avait vraiment déjà à l'époque tous les codes du commerce d'aujourd'hui et on voit dans l'expo que le début des collabs, c'est eux, que les collections capsules, c'est eux. On voit les archives, on voit les publicités, on voit des vêtements, on voit ces fameux catalogues. Donc La Redoute avait toujours un temps d'avance. Et d'ailleurs, c'est le titre de l'expo qui est très bien trouvé. Voilà. Et en plus, la piscine, c'est un musée génial, une ancienne piscine art déco qui est à Roubaix et qui vaut le détour. Donc allez-y, c'est jusqu'au 5 juillet. Ça va vous plaire, je pense. Merci du conseil. Charlie, ta claque à toi. Moi, la mienne, elle a forcément un lien avec la musique, un peu à l'instar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Croatie, l'orgue maritime avec les vagues qui allaient sous la plateforme, qui fonctionnait comme un tuyau d'orgue. Là, on part en Chine et ça s'appelle The Chapel of Sound. C'est comme un auditorium. Où, voilà. Et c'est niché en plein milieu de la nature. C'est à 2 heures de Pékin. Et ce sont 2 architectes, Li Hu et Wang Wenjing, qui ont créé Open Architecture à Pékin, qui ont fabriqué cette énorme structure, qui ont imaginé ça au milieu de la roche. Donc on peut venir écouter des concerts de musique qui sont vraiment donnés là-bas. Le lieu est sublime, le lieu très est impressionnant. complètement dingue. Et on peut aussi simplement s'y poser et écouter la nature qui résonne complètement différemment. Le vent, les oiseaux, tout. Voilà, on peut se poser là-bas, juste contempler, ou alors vraiment assister à des concerts qui sont programmés. Et c'est assez dingue et c'est vraiment perdu au milieu de la nature. Merci Charlie. Marina, vous restez avec nous. On va filer maintenant au Petit Palais, au cœur de Paris, avec une exposition qui permet de découvrir le travail d'un peintre hongrois, Károly Ferenczi. Qui était-il? Vous n'avez pas les bases. Alex Vizorek vous explique tout. C'est le Viseur Expert. Et aujourd'hui, nous parlons de Károly Ferenczi.
peintre hongrois né en 1862, naturaliste, dont le style est marqué par des couleurs brillantes. Ou comme le dit Pierre Soulages, des quoi? Caroli Ferenzi, c'est lui. Et on ne sait pas bien dire sur ce tableau si c'est un autoportrait ou un appel à l'aide. Commençons par ce tableau, Chant d'oiseaux. Je ne sais pas si c'est la meilleure position pour écouter des chants d'oiseaux. En tout cas, pour se prendre des crottes dans l'œil, toute bonne position. Et voici ses enfants, Benny et Noémie. Et Noémie qui est en train de se dire vivement qu'on invente le déodorant. Voici les athlètes. Et c'est pas clair si ce sont des siamois ou si celui de droite est mauvais perdant. Hey! Autre tableau, celui-ci, des garçons jetant des galets dans la rivière. Alors factuellement, il y a un autre indice, c'est qu'a priori, il y a une chemise aussi qui a été jetée. Allons donc voir Caroli Ferenzi au Petit Palais. Caroli, Caroli, Caroli. Merci Alex et merci du conseil. C'est donc jusqu'au 6 septembre au Petit Palais, en plein cœur de Paris. Le Marina Hans, je le disais, vous venez de mettre en scène 6 personnages en quête d'auteur du dramaturge italien Pirandello. C'est l'histoire d'une famille qui fait irruption sur scène avec ses problèmes alors que des comédiens se disputent les rôles de leur prochaine pièce. Ça doit arriver de temps en temps, mais c'est une pièce qui interroge le métier de comédien, notre rapport de spectateur. C'est quasiment l'invention de la mise en abîme, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas simplement une œuvre se dérouler sur une scène, on la regarde se faire, elle nous interpelle. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette démarche-là et qu'est-ce que ça vous enseigne sur l'art ? En fait, Pirandello nous invite vraiment à l'intérieur de sa psyché, quoi, d'auteur. Et c'est parti, c'est une pièce qui a été écrite après une nouvelle qui était quelque chose qui l'obsédait, où il avait vraiment des hallucinations et pour lui, il pensait que d'écrire, c'était quelque chose qui était forcé. C'est-à-dire que c'était pas toujours lui qui décidait et il avait en tête, il a écrit une nouvelle là-dessus, une famille qui débarquait dans son bureau et qui l'obligeait à écrire leur histoire. Et ça raconte, en fait, comme les artistes peuvent être par moments presque incorporés par des gens, par des histoires, par des sujets, même au-delà de ce que eux veulent faire. Et c'est l'anti-exhibitionnisme. Vous voyez ce que je veux dire ? L'anti-exhibitionnisme. Oui, pour moi, même oui. quand on en montre les coulisses, même quand on montre... Dans cette pièce particulièrement, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très important de rappeler par moment, c'est l'effet de l'inspiration. L'inspiration, c'est pas toujours conscient, c'est pas toujours... On sait qu'on se raconte et qu'on raconte sa vie et qu'on raconte ce qu'on pense du monde et ce qu'on pense de soi-même. C'est aussi quelque chose qui nous traverse. C'est aussi une histoire qu'on ne connaît pas vraiment bien, ni de nous-mêmes, ni des gens autour de nous. C'est comme d'avoir comment dire, d'être un passeur. Et Pirandello, il raconte ça. Et donc, il le met de façon assez en pratique, en fait, sur ce plateau, avec cette espèce de troupe, qui pourrait être la troupe de la Comédie Française dans la situation actuelle des chutes de subventions, oui, du bien spectacle sûr, vivant, de tout ça. De la difficulté à continuer à faire vivre. Etc. Et qu'en fait, ce sont des gens qui se lèvent du public, moi c'est comme ça que je l'ai voulu, et qui disent, vous devez raconter notre drame, vous devez l'écrire et vous devez le faire jouer, parce qu'on a besoin d'être raconté par des artistes. Oui. Donc on vient vraiment à la genèse de la nécessité de la création, en fait, de la fiction. C'est génial comme phrase, on a besoin d'être raconté par des artistes. Mais c'est une lui très, qui a très écrit belle ça. définition de l'art. Moi, je trouve ça sublime et c'est une notion dont on doit parler de temps en temps parce que très souvent, on se dit voilà, que les artistes se racontent leur vie, mais il y a aussi une nécessité impérieuse de raconter le reste de l'humanité, de raconter des gens qu'on croise, qu'on connaît, pas seulement soi. Voilà. Donc, en fait, oui, c'est une façon de dire aussi que l'artiste n'est pas narcissique, mais qu'au contraire, il s'intéresse aussi à d'autres destinées que les siennes. Exactement, qu'il est humaniste aussi. Exactement. Ouais. Et donc vous êtes metteuse en scène, vous êtes actrice bien sûr, et on vous a découvert chanteuse aussi. Vous avez collaboré avec le groupe Animal Triste pour leur nouvelle EP Embers of Jericho. On entend votre voix d'ailleurs sur 2 titres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet ? Est-ce que c'est le côté pluridisciplinaire des jeunes filles dont vous parliez au début ?
ces jeunes femmes qui ne sont pas que actrices, mais qui sont aussi musiciennes, qui sont aussi Complètement. peintres. J'y avais pas vraiment pensé, mais je pense que c'est quelque chose que je me suis pas autorisée pendant longtemps. Et aussi parce qu'on me le reprochait. C'est-à-dire que moi, je suis d'une génération où on creusait un sillon, on était un emploi, où on faisait du cinéma d'auteur, où on faisait du cinéma commercial, on faisait du théâtre privé, et si on se mettait à chanter, on était ridiculisé ou iconisé, mais c'était... Bon bref, il y avait toujours quelque chose de bizarre dans le fait que d'être un interprète, c'était un peu une chose toute sa vie. Surtout en France. Oui. Et moi, je suis moitié anglaise, donc j'ai aussi la culture anglo-saxonne qui pousse beaucoup les artistes à apprendre à chanter, danser, écrire, faire plein de choses. Et je me suis autorisée un peu tard, mais enfin pas si tard, c'est comme ça. C'est une façon je sais pas comment dire, d'aller sur un nouveau canal, quoi. C'est comme vous écoutez la radio, vous écoutez de la musique classique, puis tout d'un coup vous écoutez les infos. Bon ben voilà, moi là je me suis branchée sur du rock. Du rock apocalyptique. Jéricho, parce que là on est loin du peintre, c'est vraiment les... Et en fait, C'est la Bible. mon meilleur ami qui a réalisé ce disque. Le premier disque, c'était Jéricho, ça c'est Embers of Jericho, donc c'est une version acoustique de quelques titres. Et il savait que j'écrivais des poèmes en anglais. Il me dit, t'as pas un truc, un poème, quelque chose? Et j'ai dit si, mais je fais jamais lire ça. C'est des trucs. Il me dit, vas-y, on a bricolé ensemble. Et puis on a décidé qu'on allait continuer à collaborer. Et voilà. C'est une autre façon de convoquer les gens dans une salle. Et voilà. Je suis Lauriane obligée de parler de la pochette de cet album, puisque forcément on est là pour parler d'art. C'est une réinterprétation, en tout cas c'est inspiré d'une peinture de William Bouguereau, Dante et Virgile. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans le tableau d'origine et pourquoi avoir choisi cet artiste-là? Je pense que c'est vraiment l'aspect onirique et dangereux d'un monde cauchemardesque. Oui, qu'on questionne pas suffisamment. C'est vrai qu'il y a l'idée de la nature qui reprend ses droits aussi. Ouais. Comment l'humain peut survivre s'il ne questionne pas à un moment donné le fonctionnement de la nature, elle va se faire manger tout cru, en gros. Hein. Le vocabulaire du théâtre, il emprunte pas mal à la peinture. On parle des tableaux pour les différents actes, on parle de composition quand on joue un rôle. Il y a un parallèle entre le geste du peintre, vous par exemple, lorsque vous pratiquez l'art, et celui du metteur en scène? Non, parce que le peintre est seul. Le peintre est seul. Ouais, le metteur en scène qui dit qu'il est tout seul, il ment. En fait, c'est vraiment... Merci pour cette sincérité. Non, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Oui. C'est vraiment c'est la composition d'un tableau en ayant, je sais pas, 50 artisans qui travaillent pour vous. Donc pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe que j'adore toute seule. Chez moi, je pense, je sais pas si j'arriverai à faire quoi que ce soit. Nathalie? Moi, je trouve ça très impressionnant de vous écouter, de regarder votre parcours parce que vous avez tout fait, en fait. Tout fait ou presque. Justement, vous êtes metteur en scène, la chanson, le théâtre, la télé. Vous avez joué au Québec, d'ailleurs, avec Denis Arcand, Les Invasions barbares. Je le glisse comme ça au passage. Oui, excellent film, évidemment. Avec Marina, bien sûr. Mais vous avez confié récemment à Gala, et je vous cite, « Je me verrais bien avec un tatouage à 60 ans. J'y pense de plus en plus. » Et on se fait tatouer quoi, Marina? Un phénix, la résilience. Après, j'utilise des images comme ça, mais parce que moi, j'ai découvert quand même le carcan, c'est vrai. J'en parle souvent, mais j'en ai pas du tout souffert comme beaucoup de mes consoeurs. Hein, donc, je rétablis les choses là-dessus. Mais le carcan de la jeune actrice, c'est quelque chose de très sournois et qui peut complètement brimer la créativité. Et c'est aussi pour prévenir les jeunes filles qui arrivent maintenant sur le marché, parce que je trouve l'époque très dure, de cultiver toujours leur singularité et ce qu'elles aiment et ce qui les passionne, même si ça ressemble à rien d'autre qui existe déjà. Et je pense que c'est la seule manière de rayonner en tant qu'artiste. Donc, si on veut juste être actrice au départ, on est aussi un artiste. On est aussi quelqu'un qui fait des choix. Et il faut garder un esprit critique sur les choix qu'on fait. Et la machine, elle est puissante. Et bravo et merci d'ailleurs parce que ce sont des paroles extrêmement inspirantes justement pour toutes celles et ceux qui voudraient s'émanciper.
se libérer, un peu comme l'a dit Charlotte Hurley, pour lesquels vous avez eu le César de la meilleure actrice.